Vous écoutez France Culture. Radio France améliore ses services et renouvelle son offre podcast. Attention, renouvelez vos abonnements au podcast des émissions. Pour cela, rendez-vous sur notre site à partir du mercredi 4 mars. Et à 11h, c'est Question d'époque proposée par Caroline Brouet. Bonjour à tous. Dans les questions d'époque aujourd'hui, place au droit et aux questions juridiques. Avec vous, Antoine Garapon, bonjour. Bonjour Caroline. Au sommaire du bien commun aujourd'hui, en fin d'émission, on retrouvera Sébastien Miller pour sa chronique du monde judiciaire. Sébastien qui nous parlera ce matin de la notion de force majeure adaptée à la responsabilité d'un transporteur, en l'occurrence la SNCF, après le décès accidentel d'un jeune voyageur tombé d'un train express régional. La souffrance en détention, c'est le dossier que vous allez développer aujourd'hui, Antoine, tout de suite après l'agenda juridique d'Harold Épineux, que je salue. Bonjour Harold. Bonjour Caroline. Pour commencer cet agenda, une revue, puis on parlera d'un livre ensuite. Une revue d'abord. Oui, une revue qui, je cite, donne la parole à des juristes qui s'intéressent au renouvellement des pratiques juridiques. Et cette revue s'intitule Les cahiers philosophiques et propose dans son numéro 116 un dossier sur les nouvelles pratiques juridiques. Précisons qu'il s'agit d'une publication du CNDP, le Centre national de documentation pédagogique, publié aux éditions Sérène, Service Culture, Édition, Éducation nationale. Un dossier pédagogique donc, qui propose 4 regards sur le droit des mineurs, le droit du travail, les bonnes pratiques comme normes et la vie familiale. Le premier article, signé Michel Bodbol et Luc-Henri Choquet, propose une lecture renouvelée du droit pénal des mineurs, montrant en quoi ce droit s'est nourri de références nouvelles depuis bientôt 10 ans, au point de changer les pratiques de l'action éducative à l'égard des mineurs délinquants. Plongeant dans le monde du travail, deuxième article signé Jean-Yves Kerbourg, cet article prend acte de l'impuissance du législateur à protéger l'emploi en protégeant le travail par un droit sans cesse renouvelé, adapté, contredit. Dénonciation compensée selon l'auteur par l'intérêt qu'il y a à s'intéresser au domaine dans lequel l'action du législateur redouble d'efforts, à savoir les transitions professionnelles. L'accompagnement sous haute protection juridique, pourrait-on dire, d'un travail perdu à un travail retrouvé. Effort sans doute vain du législateur, à en croire les chiffres avancés dans la contribution. Moins concret que les précédents, le troisième article propose une réflexion sur les bonnes pratiques du travail. Regard de Laurent Duclos, auteur de la contribution, sur le devenir des règles de gestion responsable imposées aux entreprises par le biais de la GPEC, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences que certains de nos auditeurs connaissent sans doute. Et dernière contribution dans cette revue, dans ce dossier, signé cette fois Isabelle Sen, contribution consacrée à l'évolution du rôle de la volonté individuelle dans l'encadrement juridique de l'organisation familiale. Une contribution dans laquelle on nous annonce un recul contemporain, voire même une inadaptation de l'autonomie des volontés dans une matière qui demeure ancrée dans l'imaginaire d'une institution avant tout, la famille. Un dossier donc dans les cahiers philosophiques qui permet une actualisation des connaissances et des pratiques du droit pour ceux que ces 3 domaines intéressent. Eh bien, on reste dans le thème de la famille, Harold, avec ce livre que vous avez sélectionné, un livre intitulé « L'invention du Pax ». Oui, c'est un sociologue, Wilfried Roh, qui revient sur cette invention du Pax, le pacte civil de solidarité, pour nous en proposer une histoire longue de 10 ans maintenant. Une histoire qu'il reconstitue à partir d'entretiens, où il tente avec succès de mettre en évidence les usages du Pax par les paxés eux-mêmes. Et l'auteur de s'intéresser aux motivations qui mènent les conjoints à choisir ce type d'union, un Pax pour 2 mariages en 2008. L'auteur s'intéresse aussi à la façon dont se passe l'enregistrement du Pax au tribunal d'instance et étudie en détail les rituels de célébration auxquels il donne lieu, cérémonies, fêtes collectives ou encore mise en scène privatisée. Et c'est justement dans ces détails que le livre prend toute sa force, en montrant par exemple, dans ce chapitre sur l'enregistrement du Pax au tribunal, à quel point les processus désymbolisés comme le Pax au départ en réaction à l'institution mariage ne tiennent pas longtemps en l'état sans recréer leurs propres symboles et accentuer des rituels qu'ils reproduisent. Dans la catégorie En faire plus, Wilfried Roh nous raconte cet épisode où le personnel du tribunal, qui reçoit un couple pour l'enregistrement de son union, tient à célébrer son 200e Pax. Je cite.
Ils ont dit c'est la 200e. Alors si vous voulez, vous amenez une bouteille. On est arrivé au tribunal d'instance à 16h et on est sorti à 17h, 17h30. On a discuté, bu du champagne, on a mangé des gâteaux. Et puis il y avait un autre couple qui faisait la même chose en même temps que nous. Ça s'est passé rapidement, dans la bonne humeur et c'était très bien. Je me disais, ils doivent rien en avoir à foutre. C'est administratif pour eux. Et non, ça avait l'air de leur plaire. Fin de citation. Et l'auteur de conclure, si le Pax est ainsi célébré, c'est bien qu'il revêt un potentiel symbolique qui contraste avec sa définition officielle. Dont acte. L'invention du Pax de Wilfried Roh, publié au Prest de Sciences Po. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ici à Question d'époque. Merci Harold Épineuse. Et on passe au dossier du bien commun. Ce matin, la souffrance en détention. Oui, Caroline, ce matin, le bien commun revient sur cette question de la souffrance en prison. La question peut paraître paradoxale, parce que le propre d'une peine, c'est de priver, et donc d'entraîner une certaine frustration, voire d'engendrer une certaine souffrance. Mais si cette question est déjà problématique pour les personnes reconnues coupables de délits ou de crimes, elle l'est infiniment plus pour les personnes détenues préventivement, qui jouissent, rappelons-le à nos auditeurs, de la présomption d'innocence. Nous allons donc nous pencher ce matin sur cette question de la souffrance psychique liée à la détention, en compagnie de mes deux invités. Tout d'abord, le docteur Évry Archer, médecin psychiatre, qui fut pendant 22 ans chef de service du service médico-psychologique régional de Lille, Los-Sequedin, et qui est l'auteur, le coordinateur scientifique de cette recherche qui a été remise au ministère de la Justice au mois de juin dernier. Et pour en discuter avec lui, un ancien directeur de prison, Jean-Louis Daumas, qui est actuellement directeur de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix, et qui est ancien directeur de prison et qui a été notamment directeur de la prison de Los près de Lille ou à Lille et de la maison d'arrêt du centre de détention de Caen. Et il se trouve que mes deux invités ce matin ont travaillé ensemble sur des mêmes personnes détenues avec les mêmes personnels et ont été confrontés en quelque sorte aux mêmes difficultés. D'où l'intérêt de notre discussion. Et je voudrais qu'on commence avec vous, docteur Évry Archer, sur l'origine de ce rapport, parce que finalement c'est une question essentielle, celle de la souffrance psychique, et on ne se l'était pas paradoxalement posée auparavant. Comment est-ce qu'est venue l'idée de réfléchir sur la souffrance en prison ? Merci de m'avoir invité d'abord. Disons que, en effet, l'évaluation de la souffrance, y compris physique, n'a fait pas partie pendant très longtemps de la médecine, même si ça peut paraître étonnant compte tenu de la place de la douleur et de la souffrance dans les symptômes de nos malades. Il n'y a pas longtemps... En médecine générale. En médecine générale. Oui. Et en ce qui concerne la souffrance psychique en général, même curiosité, et en détention encore plus. En réalité, c'était à l'occasion des réunions qui ont lieu en 2001-2002 du Conseil d'orientation stratégique qui était chargé auprès de la ministre de la Justice de l'époque, Marie-Lise Lebranchu, de participer à la rédaction de la loi pénitentiaire, que souvent, je discutais avec Guy Canivet, qui était alors Premier ministre de la Cour de cassation. Premier président de la Cour de cassation. Donc, et en sa qualité de président de la Commission nationale de réparation du préjudice, Guy Canivet avait ensuite pris l'initiative de réunir un collège de psychiatres, chefs de service de psychiatrie en milieu pénitentiaire, citons-les rapidement, Betty Bramy, Pierre Lamotte et moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à propos de la réparation. C'est à propos de la réparation. C'est à propos de la réparation. C'est finalement en se disant comment est-ce qu'on va réparer le préjudice de personnes qui ont été détenues, pas abusivement, mais qui ont été ensuite remises en liberté et pour lesquelles il faut que l'État indemnise la souffrance qui est liée à sa détention. C'est là le départ de la réflexion. Effectivement. Il s'agissait de recueillir un appui scientifique et technique pour évaluer au mieux le préjudice des personnes détenues et en fait ensuite l'objet de non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement définitif. Donc il s'agissait d'évaluer de la façon la plus précise possible la souffrance psychique subie en raison d'une détention, mais aussi d'identifier, d'individualiser les indices de souffrance psychique qui sont susceptibles d'être pris en compte lors de la réparation du préjudice, de manière à assurer une égalité de traitement entre les demandeurs en réparation. Alors, on reviendra sur cette question, bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut
la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'on est égaux devant la peine? Ah, sûrement pas. Sûrement pas pour plusieurs raisons. Déjà, il s'agit de placer dans un milieu anormal sur le simple plan écologique, pourrait-on dire, anormal pour l'espèce humaine, et des gens qui sont les uns normaux, les autres malades mentaux. Pourquoi anormal? Parce qu'il est confiné, parce que c'est la promiscuité, parce qu'il est artificiel, parce qu'ils sont enfermés? Nous en parlerons si vous le souhaitez tout à l'heure, mais Oui. dès le premier psychiatre qui a été responsable de psychiatrie en milieu carcéral en France, Dr Hiver, avait écrit il y a quelque temps, il y a plus de 30 ans maintenant, que c'était un lieu expérimental idéal pour provoquer des maladies mentales. C'est une affirmation extrêmement sérieuse, qui n'avait pas provoqué un scandale à l'époque, mais qui pourrait être choquant à l'heure actuelle. Déjà. Oui, d'ailleurs, on y reviendra parce que c'est dans toutes les informations qu'apporte votre rapport. Une d'entre elles, c'est de voir que la détention peut accélérer un processus de dégradation psychiatrique et notamment faire entrer dans la chronicité. C'est une de vos conclusions. Nous savons bien que la psychiatrie en milieu carcéral et la psychologie en milieu carcéral ont mis en évidence toute une série de situations et de souffrances et de motifs de souffrance qu'on ne pouvait pas imaginer si on n'avait pas étudié sérieusement la question. En réalité, c'est un milieu anormal dans la mesure où il y a privation d'espace, privation de temps et influence directe sur tous les sens. Sur tous les sens, avec des circonstances particulières quant à la parole et quant à l'engagement, quant à l'investissement, quant aux motivations. Donc, toute une série de concepts qui interviennent directement dans la Alors, conduite. on va y revenir pour essayer de faire le détail. Et c'est intéressant quand vous dites tous les sens, parce que je pense à un travail qui a été fait par Jacques Courtine, et d'ailleurs dont il avait rendu compte dans ce cadre de cette émission, qui constatait à quel point le bruit est pénible pour les personnes détenues. Un mot encore avant de donner la parole à Jean-Louis Domas, et je lui poserai la même question. Vous qui étiez assuré en tant que directeur de prison, d'assurer en quelque sorte la continuité, la permanence des valeurs républicaines à l'intérieur d'un espace aussi confiné qu'est la prison. Alors la liberté, bien sûr, elle ne peut pas être assurée, mais d'assurer une certaine égalité, d'assurer une certaine continuité de l'état de droit. Comment répondriez-vous à cette question? Est-ce qu'on est égaux devant la peine? Non, on n'est pas égaux parce que les personnes qui arrivent en détention, pour certains, arrivent avec une vie de famille extrêmement structurée, riche, vivante, et d'autres non. Ce sont des personnes qui arrivent avec une immense solitude. Donc déjà, paradoxalement, moi, j'ai observé que celui qui souffre le plus dans cette circonstance, c'est pas celui qui arrive en étant seul à l'extérieur. C'est celui qui arrive avec le plus de liens sociaux, avec le plus d'histoires construites. Parce que, vont être déchirés. évidemment, parce que du coup, la détention va être pour lui à la fois la privation de relations humaines choisies et l'imposition d'autres relations humaines qui n'ont pas été choisies. Donc effectivement, on n'est pas égaux quand on arrive en prison de ce point de vue-là, de la densité de la relation. Est-ce que vous avez remarqué que la population pénale a considérablement évolué au cours de ces 30 dernières années, et aujourd'hui on assiste à une relative diversification de la clientèle des prisons? Oui, c'est vrai. Il y a 20 ans encore, les gens qui arrivaient en prison étaient immensément des pauvres et immensément des gens qui étaient là pour avoir porté atteinte au bien. Aujourd'hui, on sait que ça n'est plus vrai, que ceux qui arrivent restent souvent des pauvres dans tous les sens du terme, mais sont aussi des gens qui sont là pour des infractions commises au sein même de la famille, notamment avec des proches, les criminels et les délinquants sexuels, évidemment. Donc, il y a une atomisation, effectivement, du groupe des détenus, surtout dans les maisons d'arrêt. Alors, qui dit atomisation des groupes, dit diversification des destins et rend le choc de la détention encore plus brutal, Évry Archer. C'est une question qu'on se pose depuis très longtemps. Dans la prison, où on trouve beaucoup de gens qui souffrent de la situation carcérale, qu'est-ce qui explique cette souffrance particulière? Il y a une expérience souvent citée qui est celle de la prison de Stanford, au cours de laquelle des psychologues ont été chercher à savoir, en effet, qu'est-ce qui était les plus responsables de cette situation. Est-ce que ce sont les surveillants? Est-ce que ce sont les détenus? Parce que le recrutement, bien entendu, est particulier par définition. Ou est-ce que c'est la structure elle-même? Alors, c'est une enquête qui a lieu en 1971, qui a dû être interrompue
alors qu'il s'agissait d'une prison totalement fictive, où les personnes étaient arrêtées, les personnes arrêtées qui devaient jouer le rôle de détenu étaient des étudiants en psychologie, et les surveillants étaient aussi des étudiants en psychologie. Et malgré tout, cette expérience a été arrêtée, tant sont apparus des événements imprévus et qu'on retrouve dans toutes les prisons du monde. Ce qui montre bien que quel type d'événements? Par exemple, c'était le 14 août 71 à Palo Alto, en Californie. Il y a des camions de policiers, de police, soi-disant de police, des paniers à salade artificiels, dont on peut dire, qui ont arrêté chez eux des étudiants dont la famille n'a pas été informée. Ils ont été placés en garde à vue dans un poste de police tout à fait artificiel, avec empreinte digitale, etc. On les a placés dans le sous-sol de la faculté, dans des locaux modifiés pour ressembler à une prison. Et des conseils ont été donnés aux surveillants. Les détenus ont été accueillis comme on accueille des détenus aux États-Unis, en tout cas. Eh bien, et donc on a vraiment créé l'illusion. Chaque groupe avait des consignes un peu fausses par rapport à la recherche. Et on a vu apparaître très vite des événements. D'abord, il y a une rumeur de plan d'évasion collective qui a bizarrement apparu d'abord, qui avait intrigué les expérimentateurs. Dès le 4e jour, il y a eu quelqu'un qui a dû sortir de la prison parce qu'il y avait des graves désordres émotionnels. Un troisième a vu surgir sur sa peau une éruption qui était visiblement d'origine psychosomatique. Ensuite, il y a eu un autre qui a frappé sans raison un surveillant. Ainsi de suite, les surveillants se sont laissés aller à des exactions qui leur étaient ça veut dire qu'en expressément interdites. Le contexte même de la prison, indépendamment de toute culpabilité, déréférencé à tout système de justice, en lui-même va générer des troubles et de la souffrance. C'est une organisation qui prédispose à certains écarts, ce qui explique la nécessité absolue de veiller d'un côté ou de l'autre, d'une manière ou d'une autre, au respect des normes. Parce qu'il y a une tendance tout naturelle au système carcéral d'engendrer... De produire des antinormes et de la violence. Alors je me tourne vers vous, Jean-Louis Domas. Comment est-ce que le directeur de prison que vous étiez peut-il faire pour surmonter ce choc carcéral ? Moi, je pense que tout ce qui peut ramener de l'histoire, du sens, de l'intimité chez une personne détenue va faire reculer cet aspect indéniablement anxiogène, anormal que décrit si bien Évry Archer. Je m'explique. Je pense que c'est l'accumulation de choses qui sont des détails pour nous, qui sommes libres, et qui ne mesurons pas que ce sont des détails, mais on le mesure quand on en est privé. C'est par exemple quoi ? C'est le fait de pouvoir garder avec soi dans une cellule des photos de famille, de ses proches, de garder des objets personnels tant qu'ils sont compatibles avec la sécurité. Et on sait que pour un certain nombre, c'est possible. L'administration pénitentiaire a d'ailleurs beaucoup progressé là-dessus. C'est la possibilité de correspondre, donc d'écrire, d'avoir des informations, puisqu'on sait que l'absence d'informations sur ses proches est très anxiogène. Donc, toutes ces choses sont beaucoup plus, pas faciles, mais plus évidentes dans un établissement pour peine, où les gens s'installent pour une très longue durée, en maison d'arrêt, où il y a un surencombrement permanent, un turnover de l'effectif des personnes détenues, c'est très difficile pour l'administration, pour le directeur de garantir ça. Mais moi, je me souviens, j'avais observé précisément à l'OS, où nous avons travaillé ensemble, qu'à chaque fois qu'on pouvait ramener de l'intimité, de l'histoire, par des choses qui peuvent paraître assez secondaires, anodines, mais on aidait les personnes à rester debout. Je vous dis, photos de famille, objets personnels. Toujours cette idée de continuité avec le dehors, quoi. La rupture ne doit pas être absolue. Oui, la rupture ne doit pas être absolue et elle doit permettre à la personne, même simplement par la pensée, mais d'avoir du lien avec ceux qui sont restés dehors et qui signifie quoi ? Qui signifie de l'amour, souvent, du lien. C'est ça. Parce que le paradoxe de cette peine privative de liberté, c'est qu'elle est aussi privative du privatif, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait... De l'intimité. De l'intimité. Oui. C'est-à-dire que ce que vous décrivez dans votre rapport, c'est tout d'un coup, on est plongé dans un espace d'abord séparé, bien sûr, et puis de promiscuité humaine. Et d'abord, il faut s'adapter. Cette adaptation est imposée, elle est nécessaire à un milieu dont j'ai déjà dit qu'il n'était pas tout à fait normal. Mais cette adaptation se fait par chaque individu en fonction des moyens dont il dispose. Les moyens dont vient de parler M. Domas, mais aussi des moyens
psychiques, somatiques, relationnels, culturels et même économiques. Et chaque sujet utilise de différentes manières ces moyens. Et la question qui se pose, est-ce que c'est à quel prix? Cette adaptation à un milieu qui est anormal, est-ce qu'il laisse intactes les capacités d'adaptation ultérieures? C'est ça. Alors, on parlera de l'ultérieur ensuite. Ce que vous décrivez, c'est que finalement toute la panoplie, tout l'éventail de réactions possibles depuis la révolte, la dépression, une confiance avec un syndrome d'ailleurs dont j'ai appris l'existence qui est assez surprenant, une sorte de la théorie du monde juste. Est-ce que vous pourriez expliquer ce mode de réaction à la détention? Ce phénomène concerne plus précisément des personnes qui se disent, en tout cas à leur entrée en prison, innocentes. On constate qu'ils commencent par espérer que leur situation va vite se régler. Ils vivent avec la certitude quand même que, puisque je suis innocent et que le pouvoir qui nous entoure est puissant, avec des moyens d'investigation considérables, donc on ne va pas tarder à se rendre compte que je suis innocent et je vais sortir. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a toute une série de modifications psychiques qui se font, des conceptions qui deviennent radicalement différentes, au point que il y a un doute qui s'immisce non seulement dans la capacité de l'environnement et du pouvoir et des autorités de se rendre compte de l'innocence de l'intéressé, mais un doute qui s'étend à tout. Oui. Et d'autant plus qu'il y a des modifications qui s'opèrent dans la famille, qui aussi commencent à douter. C'est l'une des expériences que j'ai faites. Alors, c'est le changement d'attitude des proches. Des proches, même si les sujets dont on va se rendre compte par la suite qu'ils étaient innocents. L'opprobre social s'abat très vite. Oui. Et puis, donc, la personne elle-même commence à douter. Ce qui est dévastateur, parce que finalement, le doute, une fois que le doute est installé, il est très difficile de le déloger, et notamment dans des rapports familiaux. Alors, la question que je vous pose, alors Jean-Louis Domas, c'est comment est-ce que dans une maison d'arrêt, dans une prison, dans un milieu aussi fermé, comment est-ce qu'on peut maintenir la confiance dans la règle? La confiance dans la règle ou le règlement ou un fonctionnement normal des institutions? D'abord en étant juste. Je pense que la prison a, parmi bien d'autres caractéristiques, celle d'être une sorte de miroir déformant. Tout ce qui est bien devient très bien, et il y a quand même des choses bien. Oui, et tout ce qui est moche devient fondamentalement moche. Donc, les personnes qui sont privées de liberté sont extrêmement sensibles à ce qui est juste ou ce qui est injuste. Donc, il faut, dans la gestion de la vie collective, mais aussi dans la gestion de la vie de chaque personne qui est détenue, veiller à prendre des décisions qui soient d'abord expliquées. Essayer de donner des réponses aux demandes et dans des délais acceptables. Je crois que combien de fois j'ai entendu en détention mais j'ai fait une demande, j'ai écrit, j'ai pas eu de réponse. Il se passe rien. J'ai demandé à être entendu, être reçu. Voilà. Moi, je pense que à chaque fois que les fonctionnaires qui détiennent de l'autorité dans une prison prennent acte de la parole de l'autre, en répondant à un courrier, en faisant droit à une demande d'audience, en expliquant et en motivant une réponse négative à une demande, je vous garantis que on fait que chaque personne reste debout et indirectement, on sert la nation, le service public, parce que on fait que l'ordre reste, quoi. Et moi, je l'ai observé. Et c'était une grande partie de mon temps, lorsque j'ai eu en charge ces établissements, particulièrement la maison d'arrêt de Loos, que de consacrer plusieurs heures par jour à donner des réponses. Alors, évidemment, je ne le faisais pas tout seul, mais c'est très important. Cette question de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, comment la parole et la demande de l'autre est entendue et comment j'y réponds. Ne pas laisser le néant s'installer. C'est ça. Parce que dans ce lieu d'exaspération des affects, la communication, quoi, c'est ce que j'ai compris de votre rapport, Dr. Archer, c'est que la communication, quelle qu'elle soit, avec, et encore mieux si elle est positive, avec ses co-détenus, avec le maintien avec la famille, avec un thérapeute bien sûr, est en soi source de lien et de lien avec le quand j'ai dit le monde extérieur, de lien avec la réalité sociale. Oui, dans ce milieu où le pouvoir est vraiment d'un côté et d'un seul, la mise en index de toute prise de parole est facile. Et ça, c'est très important. Il faut restituer tout le temps, en permanence, la valeur de la parole. La valeur de la parole et la communication, une communication en profondeur. Parce que même entre détenus, il y a peu de paroles. C'est un lieu où vraiment... Pourtant, ils sont en coexistence rapprochée. Mais en plus, 22 heures sur 24. C'est un lieu sans sollicitude, où chacun cherche à se cacher au lieu de se confier.
ou quand on étale une faiblesse quelconque, on a l'impression, à tort ou à raison, que d'autres s'empressent d'en profiter. Donc, C'est un lieu impitoyable. c'est un lieu franchement impitoyable. Et il est important que de l'autorité, surtout, et aussi les personnes qui sont là, dont c'est la fonction, pour accompagner, aider, soigner, qu'il y ait une véritable parole et un respect de la parole. Je Oui, je voudrais apporter une tonalité un peu différente là-dessus, sur le fait qu'il y ait ces rapports de force induits ou apparents, ou franchement apparents, j'entends. Mais en même temps, lorsque je travaillais en prison, j'ai été aussi témoin, observateur de belles histoires de solidarité. C'est-à-dire que les personnes détenues entre elles, notamment dans les établissements pour peine, hein, il faut bien le dire, là où il y a une relation durable qui peut s'installer, et j'ai été témoin de relations humaines, de relations sociales, solidaires entre des personnes. Il y a ce qu'on vient de dire, il y a ce qu'Evry Archer vient de dire, c'est l'évidence et c'est ce qui est dominant. Mais il ne faut pas nier le fait qu'il y a quand même des choses de belles relations. Oui, mais est-ce que dans un établissement pour peine, dont l'issue est connue, dans lequel on a le temps de s'installer, et paradoxalement, alors qu'on y reste plus longtemps, est moins anxiogène Oui. que Alors, il y a une autre raison, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire on a une idée de l'échéance, Oui, une sorte de but à atteindre, même s'il est fantasmé, ce but. Il y a des relations durables qui s'installent, je viens de vous le dire. Puis il y a aussi un autre facteur dont on n'a pas encore parlé, c'est la question du nombre. C'est que partout où vous obligez la personne humaine à être en nombre, partout où vous mettez des personnes, vous concentrez des personnes en nombre, bon, il se crée ce qu'on est en train de se dire. Ce n'est pas le cas dans les établissements pour peine. bien sûr. Alors, j'ai découvert en lisant votre rapport, Evry Archer, le nom d'un symptôme que je ne connaissais pas, l'alexithymie, et qui a précisément rapport avec la communication. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à nos auditeurs? C'est un syndrome complexe qui comprend quelques symptômes connus et qu'on observe très souvent chez les personnes qui sont en difficulté avec la loi. Il y a d'abord une tendance à ne pas pouvoir s'exprimer, à ne pas pouvoir verbaliser ses émotions, une véritable inaptitude à verbaliser ses propres émotions. Et lorsqu'on décrit un phénomène qu'on a vécu, la tendance à ne s'intéresser qu'aux séquences comportementales, sans pouvoir dire à chaque fois l'émotion qui avait accompagné ces séquences. Donc, c'est ce qu'on voit très souvent chez le déséquilibré psychopathe, enfin, c'est le psychopathe, et c'est ce qui explique aussi quelquefois des erreurs, des mésinterprétations, y compris dans les expertises psychiatriques, et aussi quelquefois lors des jugements. Parce que ça donne l'impression d'une sorte de froideur affective. Exactement. Et donc, quelqu'un qui n'endosse pas la culpabilité de son acte. Exactement. Puisque les émotions n'y sont pas associées. Mais alors, je m'excuse de poser cette question aussi maladroitement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une souffrance qui est liée à l'acte lui-même, à la honte que peut éprouver quelqu'un qui est mis en détention? Je pense aux agressions sexuelles, notamment intrafamiliales, qui est immensément renvoyé par les co-détenus. Je parle sous votre contrôle. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas aussi ça, générateur de souffrance intérieure, Evry Archer? Certainement. On sait bien que lorsqu'on prend en charge un auteur d'agression sexuelle, surtout si, malgré tout ce qu'on entend, car ça existe encore, une incompréhension de la valeur, de la gravité de l'acte au départ, car il y a des gens qui ne comprennent toujours pas en quoi des attouchements sexuels à l'égard de leurs propres enfants peuvent avoir toutes les conséquences indiquées par les psychologues, les psychiatres et les gens qui s'occupent des enfants. Ils ne sont pas eux-mêmes persuadés. Et lorsqu'on arrive dans la prise en charge à les en convaincre, le risque de passage à l'acte suicidaire est extrêmement important. Ah oui. C'est-à-dire que la prise en charge émotionnelle de ce qu'on a fait est un facteur de risque. Tout à fait. Mais il faut bien distinguer la honte du sentiment de culpabilité. Car ces personnes sont capables d'avoir honte, notamment lorsqu'ils sont méprisés et humiliés par des gens à l'intérieur de la prison dont ils pensent qu'ils ont fait beaucoup plus grave qu'eux. Ils ont honte, mais ça n'induit pas forcément un sentiment de culpabilité, persuadés qu'ils sont, que malgré tout ce qu'on dit, l'acte qu'ils ont commis n'est pas aussi grave que cela. Donc, la honte n'induit pas forcément le sentiment de culpabilité. Jean-Louis Domas, vous avez dirigé la prison de Caen, dans laquelle il y a un très, très fort pourcentage de délinquants sexuels, de personnes qui ont été condamnées pour des infractions sexuelles. Ça pose des problèmes de protection importants. Ces auteurs d'agressions sexuelles, qui sont des clients assez atypiques dans une prison. Alors, d'une manière un peu prosaïque, dans cet établissement, pas trop, parce Oui, que ce groupe est majoritaire. Ce groupe est majoritaire. Non, ça pose plus des questions, c'est
comment vivre avec ces personnes et comment le travail des équipes pénitentiaires, soignantes, peut avoir du sens. Et le sens, la réponse est amenée en partie par Évry Archer, c'est-à-dire la prise de conscience que ce qu'on a fait peut casser une vie, souvent de manière grave, parfois irrémédiable. Donc, je crois qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent de manière concomitante. Et l'intérêt de la peine, là, puisqu'on se disait au début de cette émission que la peine, c'était souvent une souffrance imposée. Mais s'il peut y avoir un intérêt, c'est de permettre ce travail réflexif, d'introspection, de grandir en mesurant le sens des actes qu'on a commis. Et je pense que dans les établissements pour peine, dans notre pays, c'est peut-être quelque chose qu'on arrive à faire de mieux en mieux, même si ce n'est pas encore parfait. Sauf que le gros inconvénient, c'est qu'en général, les peines sont trop longues. C'est extrêmement difficile, d'une manière générale. Mais alors, comment faire en France? Vous trouvez d'abord, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus longue en France que dans d'autres pays. Si, par rapport aux pays, par exemple, du nord de l'Europe, on sait que nos peines sont longues. Oui, mais par rapport aux États-Unis, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas, Mais effectivement. ma question, c'est une question, comment dirais-je, comment faire correspondre le temps psychique du vécu de la peine avec le temps réel et le temps judiciaire d'une peine. C'est-à-dire, comment faire correspondre quelque chose qui est de l'ordre du subjectif de la personne détenue avec la dureté et la réalité implacable du temps qui a été décidé. C'est extrêmement complexe, ce qu'on appelle la distemporalité carcérale. Parce que quand le temps est l'indice, l'unité élémentaire de la souffrance imposée, eh bien, il devient un cadre, il devient pénible. Le temps devient pénible. Le sujet, on voit toute une sorte de symptômes liés au temps, le sujet qui perd ce qu'on appelle les caractéristiques de l'anticipation, la capacité d'anticiper, la fluidité de la capacité anticipatoire. La question de temps, déjà, même le mot temps, déjà, induit une souffrance. Le temps devient un ennemi. Le temps n'est pas comme disait Kant, seulement l'espace pur, l'espace pur de l'entendement. C'est pas mais vecteur de souffrance. Les formes pures de l'entendement, pardon, mais vecteur de souffrance. Et l'usage même du temps en pénologie est explicite. L'ennui est utilisé quelquefois en milieu carcéral comme peine. Or, l'ennui, c'est vraiment la forme pure du temps, comme disait Pierre Trottignon, le philosophe. C'est vraiment la forme douloureuse du vécu temporel, l'ennui. Et par exemple, quand quelqu'un est placé en cellule d'isolement, tout est organisé pour favoriser cet ennui. Parce qu'on sait que l'ennui est extrêmement pénible. L'ennui en tant que forme pure de vécu temporel. Mais alors, on a l'impression d'un gâchis, en quelque sorte, parce que ce temps dont nous manquons, nous dehors, ceux qui sont dehors, on manque de plus en plus, on a le sentiment de manquer, ou de ce temps qui prend une densité particulière d'ailleurs dehors, est gâché en quelque sorte en détention. C'est un énorme paradoxe. C'est un énorme paradoxe parce que quand par exemple on dit que la prison doit avoir pour but de préparer à la réinsertion, de modifier l'individu incarcéré pour en faire un sujet qui puisse remplir son rôle, son statut et sa fonction dans la société. Eh bien, lorsque ce temps carcéral n'est pas utilisé, lorsque c'est un temps réellement vide, où il n'y a pas d'activité, où il n'y a pas de travail qui est fait du côté éducatif, du côté de la prison, mais du côté aussi des éducateurs, des soignants, eh bien, c'est comme si on préparait quelqu'un pour les Jeux Olympiques en l'obligeant à rester couché. Si vous permettez cette expression, par exemple. Donc, il est extrêmement important, et toutes les recherches l'ont montré, qu'un temps vide en milieu carcéral, eh bien, c'est pire que ne pas incarcérer quant à la protection de la société. Oui. Alors, ça donne à penser sur le sens de la peine ou sur l'utilité de la peine. Je vous rappelle que vous êtes sur France Culture, que notre émission porte ce matin sur la souffrance psychique liée à la détention, avec mes deux invités que sont Évry Archer, docteur psychiatre, et Jean-Louis Daumas, ancien directeur de prison. Alors, Jean-Louis Daumas, comment faire pour rendre la prison plus intelligente, plus meublante, plus remplissante, plus dense? Comment peut-elle combattre, peut-elle d'ailleurs, combattre cet ennui?
Alors, je pense d'abord qu'il y a un concept que l'administration pénitentiaire développe depuis une quinzaine d'années. Il faut qu'elle poursuive cette dynamique. C'est le concept de projet d'exécution de peine. De faire qu'une personne se mobilise autour de son avenir, par la question de la formation professionnelle, l'acquisition de connaissances. Cette dimension d'individualisation. Oui, tout à fait, l'acquisition de capacités en détention. Pourquoi, pendant ce temps confisqué, finalement, l'individu ne pourrait pas se qualifier et acquérir des capacités? C'est essentiellement une question de moyens, pas seulement, mais essentiellement une question de moyens. Donc effectivement, cette question du temps est tout à fait centrale. Et quand on a été directeur d'un établissement pénitentiaire, on sait que la question de donner du travail aux personnes détenues est fondamentale, de leur donner la possibilité de s'exprimer dans des activités culturelles. C'est un des moyens de faire reculer la violence individuelle et aussi la violence collective. Ce que vous percevez en tant que directeur d'établissement. Je suis persuadé d'avoir évité des débordements collectifs, notamment au centre pénitentiaire de Caen, en ayant fait que la culture de la ville entrait dans la prison. C'était pas moi tout seul, évidemment, c'était d'abord mes prédécesseurs et puis le personnel. Parce que la ville rentrait, la ville rentrait dans la prison, notamment à l'occasion de grands événements culturels, pas seulement des événements, mais aussi des choses en continu, tout ce qu'on faisait autour du livre, autour de la fête de la musique, autour de l'atelier sculpture, et puis aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, le temps, il est pesant pour le corps aussi. Le fait que l'individu puisse prendre soin de son corps par les activités sportives notamment. Oui. Je pense qu'il faut... il y a déjà énormément de choses qui se font. Je maintiens que c'est plus facile dans les établissements pour peine et que le vrai défi pour l'administration pénitentiaire est en maison d'arrêt. Ce qui renvoie d'ailleurs le défi, et je pense à juste titre, à la justice et à la longueur de la détention préventive et à l'incertitude de la détention préventive. Vous insistez dans votre rapport, docteur Archer, vous insistez sur cette souffrance spécifique liée à l'incertitude, notamment au niveau de l'appel d'ailleurs, qui à la fois est une garantie, une voie de recours, mais qui repousse encore l'échéance. Autre détail sur lequel vous insistez, qui n'est pas un détail, c'est la douche comme facteur atténuant, c'est-à-dire cette importance du soin corporel comme étant une manière de prendre soin de soi et de lutter contre la déréliction. Le sujet a tendance à se départir en quelque sorte de toutes les idées valorisantes qu'il avait de son propre corps. Il y avait un psychiatre qui a employé l'expression « les fondements cérémoniels du moi ». Oui. Et cette expression montre bien, c'est finalement cette cérémonie de soi dont on a besoin pour rester debout, comme vous dites Jean-Louis Domas. Oui, il y a aussi toute la promiscuité, parce que c'est important d'insister sur le nombre, sur cette promiscuité excessive qui fait que le sujet doit supporter pendant des jours et des personnes avec qui il n'a aucune sympathie naturelle. Qui lui sont imposées. Imposées, avec l'image de soi qui est dégradée par toute une série comment dirais-je, de mise en œuvre de surveillance, l'œilleton, où la personne n'est plus propriétaire de son propre corps. Ou même le sentiment, même si les visites du gardien sont peu fréquentes, le simple fait de penser qu'elle puisse arriver à tout moment est facteur d'insécurité. Tout à fait. Et on voit apparaître des symptômes qu'on ne voit qu'en milieu carcéral, par exemple l'hallucination d'une présence, et pas seulement en prison, dans les milieux très fermés, on a constaté cela, y compris dans les pensions extrêmement rigides. Et il y a un poème de Musset qu'on commence un peu mieux à comprendre, dans la mesure où il raconte dans la pension où il était enfermé, où il se voyait toujours avec son double. Et on a vu au milieu carcéral, il y a beaucoup de détenus qui ont peur de l'irruption de l'autre détenu dans leur chambre la nuit ou de surveillant. Oui, bien sûr, ce qui peut paraître un lieu où ils sont... Ben oui, il y a toute cette... il y a une véritable psychopathologie du milieu carcéral qu'on commence seulement à découvrir, parce qu'il n'y a pas longtemps, tout compte fait, début que les psychiatres et les psychologues interviennent en milieu carcéral pour le soin. C'est ça qui est assez impressionnant à vous lire, c'est que les études que vous mentionnez sont toutes extrêmement récentes. Extrêmement récentes. On n'a pas l'impression d'une profondeur de savoir très, 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 très grande. Qu'est-ce que peut faire l'administration pénitentiaire pour cette promiscuité imposée? Comment agir? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose en cas d'incompatibilité d'humeur radicale entre des détenus? Oui, je pense d'abord qu'il faut rappeler un certain nombre d'évidences à cette antenne. Notre pays construit actuellement des prisons.
il y a une grosse polémique idéologique sur faut-il, oui ou non, construire des places supplémentaires de prison. Je me garderais bien de me prononcer sur cette matière. En revanche, pour avoir eu en charge plusieurs types d'établissements, dont un, et Évry Archer le sait bien, qui était extrêmement dégradé, qui était la maison d'arrêt de Lons. C'est beaucoup, beaucoup moins le cas maintenant. Mais il y a 15 ans, il faut voir dans quel état c'était. Je dis que ce programme de construction, il a du sens dans la mesure où si on construit un établissement respectueux de la personne, qui ménage à chacun un lieu qui va protéger l'intimité, eh bien, ça a du sens à ce moment-là de construire une prison en considérant au mieux la présence de l'humain dans ces lieux, y compris d'ailleurs pour ceux qui y travaillent, qui sont les surveillants dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc, que peut-on faire ? D'abord, garantir à chacun, moi j'aurais envie de dire, de décliner cet argument, une cellule, une place, une personne. Commençons par cela déjà et on aura fait un grand chemin. Ce qui veut dire l'encellulement individuel qui devrait être un objectif absolument oui, impératif pour toute politique on en parlait à pénitentiaire. la fin du 19e siècle d'ailleurs. Oui, à l'époque, les républicains parlaient enfin, ils en faisaient presque une modalité d'ailleurs de la punition en imposant un isolement quasi sensoriel. Rappelons-nous comment était structuré, par exemple, pour ceux qui connaissent la vieille prison de Fresnes, l'alignement des détenus. On a des photos de la fin du 19e siècle. Mais oui, bien sûr. On n'en est plus là, heureusement. Évry Archer, est-ce que vous soignez les surveillants ? Est-ce que, pour le dire de manière moins provocante, est-ce que c'est pas en travaillant sur l'interaction entre les surveillants et les personnes détenues qu'on peut améliorer leurs conditions ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément interactif dans la relation carcérale ? Bien entendu, il importe que toutes les catégories professionnelles qui interviennent dans le milieu carcéral se parlent. Mais il ne me semble pas licite de se positionner en tant que soignant comme étant soignant ni des surveillants ni de l'institution. Qu'il faut à la fois se limiter à sa mission qui consiste à soigner les détenus, mais tout en écoutant les surveillants et tout en leur permettant de s'exprimer et tout en leur parlant aussi, dans le respect strict du secret médical, bien entendu. C'est tout l'intérêt, tout l'enjeu d'une pratique en milieu carcéral. C'est pas compliqué d'être psychiatre en prison. C'est extrêmement difficile. Pour vous parler du secret médical, par exemple, Évry Archer, vous avez été psychiatre pendant 22 ans. Comment garder des secrets qui sont parfois, j'imagine, des dénonciations d'injustice, de choses terribles ? Là encore, nous entrerions dans un immense débat. La question du secret médical est absolument omniprésente dans la pratique de soins en milieu carcéral. Parce que c'est quelque chose de privatif, le secret, finalement. C'est une sorte d'espace privatif de la parole. Oh, c'est exactement l'inverse. Excusez-moi, mais c'est très exactement l'inverse. C'est parce que le détenu sait que ce qu'il nous confie ne sera pas transmis ni à l'administration pénitentiaire, ni au tribunal, ni à personne d'autre, y compris quelquefois à des adversaires dans sa propre famille, qu'il peut justement nous faire des confidences. Or, le médecin a absolument besoin de confidences pour faire son métier. Il n'y a pas de confidence, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de secret médical. Au contraire, si on travaille à dossier ouvert, par exemple, avec l'administration pénitentiaire, en citant le cas du détenu avec précision, en transmettant à l'administration pénitentiaire les secrets qu'ils nous ont confiés, eh bien les choses seront vite connues dans cette prison-là, que les secrets ne sont pas respectés. Et ça ne vous met pas en conflit de loyauté vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis même de l'institution médicale ? Ça nous est déjà arrivé en ce qui concerne les relations avec l'administration pénitentiaire. Je le dis en présence de M. Lemas, tout dépend de la conception que nous avons réussi à faire admettre par les détenteurs de l'autorité pénitentiaire et aussi judiciaire. Le parquet qui sait qu'il a aussi dans sa mission la préservation du secret médical, qui est d'ordre public, et qui ne nous persécute pas pour avoir des secrets médicaux, eh bien, on peut travailler, paradoxalement, on peut travailler correctement avec lui. Mais lorsque un directeur de l'administration pénitentiaire ou bien un magistrat considère comme une sorte de cachotterie, que le cachotterie, pour le simple respect de ses prérogatives ou de ses privilèges médicaux, alors là, effectivement, le travail est extrêmement difficile. Et Jean-Louis Domas, je vous repose la même question. J'ai qu'une seule chose à ajouter, je suis entièrement d'accord. Je partage totalement ce qu'Évry Archer vient de dire. D'ailleurs, une petite anecdote qui pourrait éclairer ceux qui nous écoutent. Je me souviens bien, il y a 15 ans,
qu'Evry Archer m'avait donné son opinion sur le fait que des soignants, des médecins psychiatres pourraient, le non-sens plutôt que ça aurait pu avoir pour des médecins psychiatres qui auraient siégé dans une commission d'application des peines, même s'ils étaient muets. Je me rappelle que vous m'aviez dit à l'époque, mais le simple fait qu'on y soit, même si on n'y dit rien, lorsque les personnes détenues le sauront, alors ça fera reculer le soin, parce que le recueil de la confidence deviendra beaucoup plus difficile si les personnes détenues savent que leurs soignants assistent à la commission d'application des peines. Même s'ils n'y disent rien, le soin deviendra totalement inefficace, inopérant. Je me suis souvenu de ça, et je partage évidemment ce qu'il vient de dire. Il doit y avoir une sphère pour le soin, une autre sphère qui relève de la prise en charge pénitentiaire, et je pense, au risque de choquer peut-être certains de mes collègues, qu'il ne doit pas y avoir de croisement. Il ne doit pas y avoir de croisement. Pas de communication. Mais c'est autre chose, la communication. Il y a une sorte de référentiel qui est le secret. Mais la communication, mais plein de fois, Evry Archer m'a alerté quand je dirigeais la maison d'arrêt de Los sur des choses qui pouvaient poser problème pour tous dans la vie de la maison. Mais parce qu'on dialoguait tous les jours. Mais jamais il ne m'a parlé de la situation individuelle des personnes qu'il soignait. Je n'avais pas à en avoir connaissance. Alors, cette émission avance. Quelle perspective d'espoir peut-on avoir? Parce que le tableau que vous dressez est assez sombre, au-delà d'ailleurs de la situation de l'administration pénitentiaire et de ses moyens. Il est sombre parce que nous sommes renvoyés aussi à cette sorte de drame de la finitude humaine et qui est condensé en prison. La prison attrapant et attirant à elle, malheureusement, des gens qui sont déjà démunis, comme on le disait. Alors, dans quelle perspective faut-il réfléchir après avoir écrit ce rapport, Evry Archer? Comment peut-on améliorer, indépendamment de l'indemnisation, comment est-ce qu'on peut réduire cette souffrance psychique, en la connaissant bien sûr, mais sur quoi débouche cette connaissance? Nous étions persuadés dès le début, qu'une meilleure connaissance de la souffrance psychique liée à la détention dans une perspective de réparation de préjudice allait nécessairement permettre une meilleure organisation à la fois sur le plan pénitentiaire et sur le plan médical, notamment psychiatrique, dès le début. Mais nous savons aussi que la prison, tant qu'elle reste la prison, risquera d'induire toute une série de phénomènes auxquels il faut être vigilant. C'est comme à l'époque où on parlait de la suppression de la toxicomanie, l'abolition de la toxicomanie. L'éradication. L'éradication de la toxicomanie. Il faut bien savoir que dans toute société, il y a tout un pan de phénomènes qui doivent être réglés au jour le jour par des institutions. Ces institutions doivent faire leur travail, exercer leur mission au mieux en étant vigilants au jour le jour. Cette volonté de mettre fin à tout jamais à la maladie, à la délinquance, au crime, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut réveiller la capacité personnelle de chaque personne pour l'aider à supporter, à surmonter lui-même, finalement, une sorte de défense immunitaire psychologique face à ce choc de la détention. Surtout, ne pas créer l'illusion qu'on va finir une fois pour toutes avec la délinquance, avec le crime, avec les efforts qu'on doit faire face aux gens qui ont commis ces infractions et ces crimes. Paradoxalement, c'est en acceptant cette réalité du crime et cette réalité de la délinquance qu'on pourra avancer. C'est de savoir que la prison, même si elle n'existe pas depuis la nuit des temps, même si elle est datée, que dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas la remplacer. Dans ce cas, il faut l'améliorer au maximum, au jour le jour. L'améliorer à tous les points de vue. C'est-à-dire ne pas en faire un lieu un lieu un lieu de garage, un lieu où on enferme les gens en attendant qu'ils sortent. Je me suis toujours insurgé contre l'idée qu'on soigne les gens en prison en préparation de leur sortie. Uniquement en préparation de leur sortie. Il faut les soigner pour leur vie qu'ils mènent en détention. Ils vivent parfois très longtemps. Et ce temps-là ne peut pas être un temps perdu pour tout le monde. Je pense que ce qui est absolument indispensable, c'est dans la mesure où on ne peut pas encore remplacer la prison, que ce soit un lieu où les gens puissent vivre. Les gens ne seront jamais heureux en prison, car en effet, la décision de placer quelqu'un en prison, c'est une décision pour peine. Il y a les prisons pour peine, et on sait bien qu'il y a une souffrance qui est, sinon légitime, du moins légale, décidée par une loi, et qu'il y en a d'autres qui sont des souffrances induites, dont certaines sont absolument inadmissibles, et qu'il s'agit de réparer
le plus vite possible. C'est-à-dire, si je vous ai bien compris, de faire de la prison un lieu de vie et non plus un lieu de mort sociale. Jean-Louis Moi, Damas. je dirais un lieu de révision de vie, c'est-à-dire un lieu, effectivement, Évry Archer a raison, on ne connaît pas de société sans crime, sans marge à côté de la loi. Et comme ça n'est pas possible, en l'état actuel de l'organisation de notre société, il doit y avoir place pour une prison républicaine. Et une prison républicaine, c'est une prison, je crois, comme l'espèrent, comme le vivent la plupart de mes collègues, c'est une prison qui ménage un espace pour une possibilité de faire ce retour sur soi, de voir comment on peut revenir dans la société en y reprenant place. C'est ça. C'est un temps de révision de vie. Une prison qui ouvre de l'espace, paradoxalement, pour ce lieu. Oui, enfin, fermé. moi je dirais pas paradoxalement. Oui. Il y a un espace pour la révision de vie, pour l'éducation en prison, mais il ne faut pas que la prison soit centrale dans la réponse pénale. Bien sûr. C'est une autre question, ça, mais il ne faut Ça pas veut qu'elle dire- soit centrale. Ça veut dire, Évry Archer, que finalement, l'espace, on le trouve dans sa tête. Il y a un accompagnement qui est nécessaire, qui doit être éducatif, qui doit être aussi pénitentiaire, qui doit être médical, psychologique, etc. Et cela coûte cher. Et il faut aussi surtout éviter de créer une sorte de cloison infranchissable entre ce qu'on appelle le détenu et ce qu'on appelle l'homme, le citoyen normal. Bon, je pourrais dire deux mots sur les effets désastreux du populisme pénal, sur le fait cette demande exagérée de sécurité. Qui clive, il y a une expression d'un criminologue anglais, David Garland, il dit c'est la criminologie de l'autre, parce que cette nouvelle criminologie, cette nouvelle pénologie, elle clive la société, elle fait du détenu finalement l'autre, elle accuse l'altérité du détenu. Voilà. Le sens même contre lequel il faut C'est aller. exactement ce que je voulais dire, en moins bien. Elle enferme l'autre dans cette C'est posture de détenu, sans lui donner la possibilité de revenir vers nous, comme si c'était inéluctable qu'il reste détenu. C'est ça. Qui l'enferme dans nos têtes, oui, Évry Archer. Et pas seulement du point de vue pénitentiaire, et pas seulement du côté de l'administration pénitentiaire. Sociétal. C'est Ouais, sociétal. ouais. On a vu des psychiatres se demander s'il est licite que des psychiatres normaux, exerçant en milieu ouvert, prennent en charge, mais ne serait-ce que périodiquement, des détenus malades mentaux. Vous vous rendez compte? Comme si le détenu appartenait à une sous-espèce. C'est extrêmement grave. Et finalement, nous commencions cette émission sur les problèmes liés à ce cadre spécifique de la prison et l'expérience de Stanford, et nous la terminons sur cette considération que c'est dans nos têtes, c'est aussi les gens libres, dans le regard qu'ils portent sur l'autre, dans le regard qu'ils portent la prison, qui ont les clés, sans mauvais jeu de mots, d'un mieux-être en prison. Oui, on s'en aperçoit quand on travaille en prison en préparant la sortie de ces C'est ça. personnes, que ce soit en fin de peine ou en libération conditionnelle. Évry Archer, Jean-Louis Damas, merci. Je rappelle le titre de votre recherche, Évry Archer, qui j'espère sera publié prochainement, parce qu'on y trouve des tas de choses intéressantes. Recherche sur l'évaluation de la souffrance psychique liée à la détention. Merci Antoine, vous écoutez France Culture. Les questions d'époque sont aujourd'hui avec le bien commun et c'est l'heure de la chronique de Sébastien Miller. Ce matin, Sébastien, la force majeure et la responsabilité du transporteur. Bonjour à tous. Chambre mixte de la Cour de cassation, arrêt du 28 novembre 2008. Les faits étaient les suivants. Ils étaient dramatiques. Alors qu'il rentrait de son collège dans un train express régional, un jeune garçon de 15 ans s'était mis en tête de réaliser des acrobaties sur une des barres d'appui situées sur le marchepied, à l'extérieur d'une des voitures. Il avait délibérément, et en dépit des consignes qui l'interdisaient formellement, ouvert la porte du wagon alors que le train était en marche. Il avait alors tenté d'exécuter une rotation autour de la barre d'appui. Mais il avait plu. Et celle-ci était devenue glissante. Le jeune garçon avait perdu sa prise, il était tombé du marchepied et s'était tué. Estimant que la faute de cet accident dramatique incombait à la SNCF, les parents de la jeune victime avaient assigné la Société nationale des chemins de fer devant le juge judiciaire pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu'ils avaient subi en raison du décès de leur fils. D'appel en pourvoi, l'affaire était arrivée devant la chambre mixte de la Cour de cassation.
Ce que souhaitait obtenir la SNCF, c'était une exonération totale de sa responsabilité. Elle s'estimait en effet totalement étrangère à l'accident survenu, celui-ci étant uniquement dû, selon elle, au comportement délibérément dangereux du jeune garçon qui s'était lui-même exposé au risque en violation de toutes les consignes de sécurité établies par la SNCF. Mais, compte tenu du caractère particulier du contrat de transport qui lie la SNCF avec les voyageurs qu'elle transporte, et qui engage une obligation de sécurité de résultat, le juge judiciaire estime que la société ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'imprudence de la victime que si, et seulement si, cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure. Or, la force majeure se caractérise par deux éléments principaux, son imprévisibilité et son irrésistibilité. L'imprévisibilité renvoie à l'idée de prudence raisonnable. Si un dommage ou un événement dangereux est prévisible, il appartient au responsable de prendre toutes les mesures de protection nécessaires, y compris par exemple d'annuler, dans le cas d'une société de transport, le voyage prévu. L'irrésistibilité d'un événement renvoie à l'idée d'impuissance. Quels que soient les moyens employés, il est impossible d'empêcher l'événement de se produire. C'est par exemple le cas de la tempête tropicale ou de l'incendie de forêt tant qu'il n'a pas été circonscrit par les pompiers. Ces définitions, une fois posées, on peut se demander, est-ce que le comportement trompe-la-mort d'un adolescent constitue bien, pour la SNCF, un élément imprévisible et irrésistible? Or, le juge note que le trajet emprunté par le jeune garçon victime l'est très régulièrement par d'autres collégiens que lui, que les portes d'accès aux marchepieds extérieurs ne sont pas bloquées lorsque le train est en marche et qu'il suffit de lever la poignée à 45 degrés pour les ouvrir et accéder à l'extérieur. Il était donc prévisible pour la SNCF ou le personnel de bord qu'un jeune tente un jour d'ouvrir une de ces portes. Le juge remarque aussi qu'une telle ouverture de porte intempestive était tout à fait évitable. Il suffisait pour cela que suffisamment d'agents de contrôle soient présents à bord du train et qu'ils y circulent régulièrement. Ni imprévisible, quelle que soit la gravité de l'imprudence commise par la jeune victime, ni irrésistible, l'accident survenu ne présente pas pour la SNCF les caractères de la force majeure. Sa responsabilité peut donc être engagée. Une telle solution, favorable à la victime et à ses ayants droit, peut paraître sévère contre le transporteur. Pourtant, elle rend parfaitement compte du fait que certaines activités économiques s'accompagnent d'une exposition à un risque. Ce risque est tout à fait indépendant de la mission essentielle de service public qu'elles remplissent, mais à l'heure des comptes, il importe de déterminer qui doit acquitter le coût associé à ce risque. En se montrant particulièrement exigeant avec le transporteur ferroviaire, le juge, comme le législateur en matière de circulation automobile, engage le droit sur la voie de la socialisation du risque. C'était la chronique de Sébastien Miller. Et c'est la fin du bien commun proposé tous les mercredis dans le cadre de Questions d'époque par Antoine Garapon avec la collaboration d'Harold Épineuze à la coordination Inès De Bruyne, à la réalisation Doria Zénine, prise de son ce matin Yann Maliszewski. On se retrouve demain à 11h pour les questions d'époque avec Madeleine Moukama-Bano qui parlera de Kadhafi, le chef d'État libyen, de Kadhafi et de son retour sur la scène internationale. Bon après-midi à l'écoute de France Culture. Tout de suite à midi, les titres du journal et tout arrive.